Bonjour Alexei. Bonjour Bruno. Merci de prendre quelques temps et de participer à notre projet Playroom. Donc vous savez que le sujet de Playroom, c'est l'articulation matière-esprit, un vaste sujet, un très ancien débat sur lequel on aimerait avoir votre opinion. Alors, si vous voulez bien, dans un premier temps, vous vous présentez en quelques mots et puis ensuite, vous nous dites comment cette articulation matière-esprit se présente dans votre quotidien, dans votre travail de professionnel. Alors, je m'appelle Alexei Greenbaum. Je suis comme le chat Schrödinger en superposition de deux métiers. Je suis un tout petit peu physicien, un tout petit peu philosophe, c'est-à-dire que je travaille sur les fondements de la mécanique quantique et la théorie de l'information quantique d'un côté, et c'est ma vie mathématique. Et puis, de l'autre côté, ça fait 20 ans que j'écris des ouvrages sur les questions éthiques des nouvelles technologies et notamment ces dernières années sur le numérique, l'intelligence artificielle. Et mon dernier livre, Parole de machine, est consacré au grand modèle de langage qui donc génère du langage de manière artificielle. En effet, la thématique matière-esprit, je l'ai rencontrée très tôt. J'avais à peine, je ne sais pas, peut-être 22, 23 ans, du côté de la philosophie de la mécanique quantique. C'est-à-dire, c'est pas du tout notre sujet principal aujourd'hui, mais il faut que je commence quand même par cela. Le rôle de la conscience dans la réduction de la fonction d'onde, et le rôle de la conscience et des approches en première personne dans notre compréhension de la théorie quantique est un grand sujet qui est très ancien, qui a un peu évolué ces 20 dernières années, et on pourra peut-être un jour reparler de cela. Le rôle de l'observateur ou du sujet en mécanique quantique. Alors, ça, ce n'est pas notre sujet principal aujourd'hui, donc je passe tout de suite peut-être au deuxième. Je pense que vous m'avez sollicité pour que je vous parle de la langue, ce que ces machines qui parlent en notre langue peuvent nous enseigner sur l'esprit, la connaissance, la réflexion, le raisonnement, tout un tas de qualités de haut niveau que nous croyons être essentielles, que nous attribuons à l'esprit, autrefois à l'âme au sens, j'entends au sens des néoplatoniciens, pas nécessairement au sens religieux, mais au sens vraiment métaphysique. Ce qui est à la fois fascinant et énigmatique, c'est un phénomène dans les grands modèles de langage qu'on appelle l'émergence, les comportements émergents ou les capacités émergentes. Et vous allez voir pourquoi j'ai besoin de vous raconter ce que c'est en 2 mots. Une machine, elle sait faire une seule chose, elle calcule. Donc, elle calcule, il n'y a que des 0 et des 1 dedans. Il n'y a pas du tout de compréhension du sens, de la signification. Ces machines modernes, donc les grands modèles de langage de type transformer, ne font que du calcul. Et pourtant, lorsqu'ils nous parlent à nous, aux êtres humains, nous avons l'impression, par projection bien sûr, que ces machines sont en train de, par exemple, mentir, fabriquer des fake news ou faire preuve d'un comportement rusé, essayer de nous manipuler, ou juste qu'elles sont joyeuses ou qu'elles sont parfois, elles apparaissent comme quelqu'un d'angoissé. Tout cela, ce ne sont que des projections. Bien sûr, fondamentalement, ontologiquement, ces machines ne font que du calcul. Mais alors, l'être humain, lui, fondamentalement, dans son cerveau, ne fait que des interactions biochimiques. Et il n'y a rien dans le cerveau, sauf des cellules et des molécules. Pourtant, à un niveau émergent, encore une fois, j'utilise ce mot, nous disons à propos d'un être humain qu'il possède un esprit, qu'il raisonne, qu'il a telle ou telle émotion, telle ou telle connaissance. Mais évidemment, si nous regardons les interactions biochimiques, nous ne pourrons pas du tout en déduire la connaissance ou une autre caractéristique de haut niveau que nous attribuons à l'esprit. Et donc, des deux côtés, nous avons ce phénomène d'émergence qui est bien connu en physique statistique. Alors, l'émergence sans réduction, je ne suis pas un réductionniste, c'est-à-dire je pense qu'il y a des qualités ou des propriétés à un niveau émergent qui, bien sûr, matériellement, physiquement, s'explique par le niveau sous-jacent, mais ne s'explique pas, ne donne pas nous n'avons pas de compréhension, nous n'avons pas d'explication suffisamment courte et maniable de ces qualités si nous plaçons seulement au niveau sous-jacent. Donc, de la même manière que, par exemple, pour comprendre le flux de la Seine, il ne suffit pas de regarder les interactions entre les molécules d'eau. Il faut
passer par l'équation de Navier-Stokes, qui est beaucoup plus macroscopique. Donc là aussi, nous avons des phénomènes émergents macroscopiques qui, bien sûr, quelque part, se réduisent à des interactions microscopiques, mais ça ne nous donne pas de pouvoir explicatif au niveau de ces propriétés émergentes. Et donc, je pense que la grande question qui est devant nous, c'est la question qu'on appelle en physique statistique la question d'universalité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que vous avez deux types de comportements microscopiques très différents. D'un côté, le système biochimique du cerveau humain et de l'autre côté, le calcul binaire des ordinateurs, des machines calculantes. Et dans les deux cas, il existe des comportements émergents. Mais alors, ces deux systèmes appartiennent-ils à la même classe d'universalité? C'est-à-dire, les comportements émergents sont-ils fondamentalement traduisible les uns dans les autres, équivalents quelque part, même si le niveau micro est très différent. Cette thèse d'universalité peut être traduite, enfin peut être dite avec d'autres mots si c'est plus facile, c'est ce qu'on appelle la multiréalisabilité des comportements, c'est-à-dire la possibilité de réaliser, de mettre en œuvre ces comportements émergents de multiples manières microscopiques. Et donc, nous ne savons toujours pas si l'émergence chez les machines nous en dit quelque chose sur l'émergence chez l'être humain, ou si c'est une autre classe d'universalité avec des comportements très, très différents. Et alors ça, on va le découvrir, je pense, dans les années qui viennent. Mais le simple fait que nous avons construit des machines suffisamment complexes pour pouvoir observer dans ces machines les capacités émergentes, comme celle du cerveau, comme celle donc du cerveau vers l'esprit. Cela, c'est fascinant et ça nous ouvre une voie nouvelle pour débattre de la relation matière-esprit. Merci Alexei. Et alors, vous, à titre personnel, est-ce que ça vous bouscule? Est-ce que ça vous change en tant que personne d'observer ces phénomènes d'émergence? Oui, ça me fascine certainement, mais pour ma petite histoire, depuis pas mal de temps, depuis une vingtaine d'années, j'essaie de résister au spinozisme. C'est-à-dire, beaucoup de gens autour de moi sont spinozistes. Alors, spinoziste, ça veut dire pas cartésien, pas dualiste, disant que matière et esprit sont deux aspects de la même substance. Bon, le point de vue spinoziste un peu rapidement formulé, mais très classique. Moi, je n'ai jamais voulu être spinoziste. J'ai toujours résisté. Je ne sais pas vraiment pourquoi au début. Alors, je pense que c'était trop vague, le mot aspect. C'était pas très clair ce qu'il voulait dire par là. Bon, alors, quand je relis l'éthique de Spinoza, parfois c'est très, très net et clair. Parfois, je vois qu'il utilise des mots de langue ordinaire, avec une précision qui n'est pas pour moi suffisante, même s'il essaie d'être précis. Donc, aujourd'hui, je pense que je commence à avoir un peu la façon dont on peut aller plus loin que juste ce mot vague de aspects différents, aspects divers, et mettre un peu plus de chair, en quelque sorte, de chair ou de la pensée, ce sont deux aspects de la même chose, n'est-ce pas, autour de ces idées spinozistes. Donc, personnellement, j'ai peut-être moins de résistance à Spinoza aujourd'hui que quand j'étais plus jeune. Cependant, ça n'est pas vraiment du Spinoza, c'est une sorte de néo-Spinoza, mais ça n'est pas étonnant parce que de la même manière que autrefois j'étais assez néo-kantien, je pense que j'ai cessé de l'être aujourd'hui. Bon, évidemment, on n'est pas tout à fait comme nos grands prédécesseurs. J'essaye de lire aujourd'hui plus les textes de la Kabbale philosophique avec les influences néoplatoniciennes qui sont dedans. Donc du coup, bien sûr, Plotin et surtout Porphyre, que j'adore, pour comprendre une pensée qui n'est pas fondée sur la science moderne. Je pense que pour mieux voir l'apport de la science moderne à la question matière-esprit, il faut apprendre à sortir du paradigme qui était le nôtre depuis l'école, qui est le paradigme de la science mathématique moderne, et apprendre à penser différemment pour justement après mieux revenir vers le monde dans lequel nous sommes. Merci beaucoup Alexei et j'espère à très bientôt pour poursuivre cette conversation.